nouvelle façon de voyager. De Rotab. Et ce projet qu'on est en train de lancer à travers ce déjeuner de presse, et c'est, moi je dirais plutôt que c'est un programme, parce que le volet que va gérer notre partenaire Rotab fait partie des 3 volets qui couvrent le programme, comme je viens de le dire, Adeltika Moutassa et Agama. Donc en français, c'est un programme de réduction des inégalités de genre et des inégalités et, de plusieurs ordres et économiques et social, et qui vient après la mise en œuvre d'un projet entre 2018 et 2021. Et effectivement, Rotab était un des partenaires de ce premier projet. Aujourd'hui, on va démarrer une deuxième phase et avec en plus d'autres partenaires. Et ce projet, c'est un programme financé par Danida, tout comme le premier, et dont Oxfam au Niger a l'honneur, disons, entre griffes, d'assurer le lead. C'est un programme de 4 ans, de 2022 à 2025. Et effectivement, c'est un projet qui va contribuer, un programme comme son nom l'indique, à réduire les inégalités et donc finalement lutter contre la pauvreté au Niger. C'est un projet qui a une forte consonance pour les jeunes et les femmes, parce que c'est ce groupe cible-là qui souffre le plus, qui est victime le plus d'inégalités. Parce que c'est carrément la grande majorité en termes numériques, démographiques au Niger. Et ce programme voudrait vraiment, à travers les 3 volets, il y a un volet gouvernance qui est vraiment un volet chapeau. Et maintenant, il y a d'autres volets qui viennent de laisser personne pour compte, de laisser personne de côté, qui sera géré par le partenaire RGNCC et Genevico. Le volet éducation transformatrice de genre, donc qui va être géré par notre partenaire ASOEPT notamment. Et très bientôt, je dirais que la semaine prochaine, il y aura le lancement officiel national, mais je pense que c'est un plaisir pour moi aujourd'hui d'être présent à ce lieu de presse qui déjà va annoncer en tout cas les interventions que va réaliser le partenaire Rotab, dont je souhaite vraiment une bonne exécution. C'est avec plusieurs allocutions qu'a pris fin cette rencontre régionale sur le renforcement de la protection des femmes et des filles contre la violence sexuelle et sexiste dans la région du Sahel. L'allocution première fut prononcée par la coordinatrice régionale PF G5 Sahel. La plateforme des femmes du G5 Sahel qui a été associé à l'exercice dès le départ, qui a été au cœur de l'exercice parce que c'est les femmes sur le terrain que nous avons identifiées qui ont eu à faire ce travail-là, avec l'appui bien sûr du bureau de Madame l'envoyée spéciale, de phase et de nos partenaires financiers. Là, je ne peux que réitérer notre engagement
pour accompagner le processus. Parce qu'en fait, on n'est pas arrivé à la fin. C'est pas le début, mais on n'est pas loin du début, parce que c'est maintenant seulement que nous avons notre plan d'action. J'aimerais d'autant plus vous féliciter sur la validation du plan d'action que nous, en tant que Luxembourg, en tant que membre de l'Union européenne, on est très conscient que parfois échanger entre beaucoup d'acteurs différents et de se mettre d'accord entre beaucoup d'acteurs différents n'est pas toujours facile. Donc je vous félicite pour l'accord que vous avez trouvé. C'est pourtant que maintenant que le vrai travail va commencer, le travail de mise en œuvre et de mise en œuvre de ce plan d'action qui sera la clé de succès pour arriver au renforcement de la protection des femmes et des filles dans la région du Sahel. Il s'agit, comme aussi mentionné pendant les échanges, non seulement de mettre en œuvre les actions retenues, mais également d'en assurer le suivi et d'en être en mesure de pouvoir mesurer l'impact sur la vie des femmes et des filles. Nous arrivons à la fin de nos 2 jours de travaux, mais de travaux vraiment intenses. Hein. Je pense que vous n'avez pas quitté cette salle, que ce soit les membres du gouvernement, les représentants de nos gouvernements, la société civile très engagée des 5 pays, mais également les organisations internationales. Je suis allé vers la table des He4She qui sont en train de faire un travail remarquable. Et c'est ce qui aussi nous a donné donc cet espoir que vous êtes engagés dans chacun de vos pays, mais que vous êtes engagés, je parlais tout à l'heure, en voyant les jeunes que vous avez accompagnés, que ce soit CARE, je ne veux pas nommer tout le monde, mais je parlais aux 2 qui sont devant moi, et je leur disais, les jeunes et les femmes que vous accompagnez, ça veut dire vous êtes réellement des He4She, mais dans tous les pays, je pense que vous avez ces organisations internationales qui vous accompagnent. Donc un travail intense. Moi, j'ai beaucoup appris en vous écoutant. C'est toujours pour moi un temps d'apprentissage, parce que on voit beaucoup de choses, des actions, des solutions qui sont préconisées sur le terrain. C'est le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, représentant la ministre, qui a tenu l'allocution de clôture. Ce plan d'action vient à point nommé pour le Niger, parce que depuis le début de l'année 2022, nous sommes dans le processus d'opérationnalisation de nos centres multifonctionnels de prise en charge des victimes vivantes des VBG. Et ça fait tout juste 1 mois de cela qu'une forte délégation du Niger s'est rendue à Kigali pour un voyage d'études afin de s'inspirer du modèle rwandais sur l'expérience du One Stop Center. Ce qui montre qu'au niveau de l'Afrique, nous avons des modèles. On n'a pas besoin d'aller en dehors de l'Afrique pour importer les modèles qui ne sont pas adaptés à nos réalités. Nous sommes africains et nous avons le modèle africain. Nous allons faire en sorte que ces modèles africains soient expérimentés dans nos différents pays afin de lutter contre ces violences sexuelles et sexistes dans nos différents pays. Durant ces 48 heures d'échange, beaucoup de discussions fructueuses ont matérialisé la rencontre et ont permis, sans nul doute, aux États africains, particulièrement ceux du G5 Sahel, de mieux prendre en compte et de combattre à travers les plaidoyers toute forme de violence faite sur le genre avec la dernière. La rencontre régionale sur le renforcement de la protection des femmes et des filles contre la violence sexuelle et sexiste dans la région du Sahel se poursuit à l'hôtel Bravia de Niamey.
Pour cette journée du 6 septembre 2022, cette rencontre a démarré avec le Mali. Malgré son retrait récent du G5 Sahel, a édifié les participants sur certaines pratiques qui sévissent au Mali. Bien sûr, les violences basées sur le genre. Nous avons des localités où pratiquement il n'existe pas de centre de prise en charge. Donc il faudra mettre ces one-stop centers à échelle en renforçant les capacités des personnes ressources, mais aussi à la mise à disposition du matériel technique pour pouvoir vraiment travailler correctement. Et nous proposons que cette mise à échelle puisse se faire au niveau des centres de santé, des centres de référence, qu'on puisse mettre un one-stop center dans chaque centre de référence humaine. Nous n'avons plus besoin de construire, les locaux seront mis à disposition par l'État, mais le personnel doit être renforcé pour qu'ils puissent avoir vraiment la capacité de pouvoir travailler sur les violences sexuelles et sexistes. Ce ne seront pas des personnes qu'on va recruter, ce seraient des fonctionnaires d'État qui vont venir travailler sur ces questions. Et le rapportage va se faire avec un mécanisme de base de données qui sera mis à disposition et avec du matériel. Je pense que ça n'exige pas, ça n'aura pas trop d'incidence budgétaire, mais quand même, il faut que l'outil de travail et le renforcement de capacités puisse vraiment être une réalité pour la mise à échelle de ce one-stop center. Des contributions sur le mariage précoce ont continué avec plusieurs pays participants à la dite rencontre. Chaque fois qu'on parle de l'ONG, on nous dit le contexte, le contexte. Pourtant, à un moment, on n'avait pas de rencontre comme ça dans le passé. Maintenant, on le fait sur une personne. À un moment de l'histoire de la vie, la technologie n'existait pas. Finalement, à un moment de notre société, ça a évolué, ça ne change personne. Mais quand on parle de violence à l'égard d'un femme, ça change. Et on dit à chaque fois qu'on tue les gens. Tout le monde est en train de parler. Pour ceux qui sont musulmans, et on n'applique pas ce que dit la religion parce que les femmes, en cas de divorce, on divorce à corps et à l'arrière. La personne se lève, s'en fout des enfants. On te divorce aujourd'hui, les enfants, c'est ton problème. La religion ne dit pas ça. Et il nous faut un cas. Et quand on parle de mariage des enfants religieux, on a eu des arrêtés, on a eu des engagements politiques, mais on a un but juridique qui est là. On a un but juridique, on ne peut pas avancer. Et il faudra à un moment que nos autorités politiques puissent vraiment s'assumer également et aller jusqu'au bout. Et que nous, acteurs, nous ne partagons pas des engagements et des faits à matière. Il faudrait qu'on ait bien tout le temps sur ça. On a un arrêté par rapport au mariage des enfants. Le code civil ne peut pas dire 15 ans pour la fille et que le président puisse s'engager à protéger la fille en cours de scolarité jusqu'à l'âge de 16 ans sans pour autant harmoniser ça et protéger cette fille-là. Et félicitations au Mali pour le partage de leur expérience, surtout en ce qui concerne les violences basées sur le genre. Et j'ai deux niveaux d'intervention, une contribution et puis une question. Et pour ce qui est des violences basées sur le genre, ma contribution c'est vraiment surtout par le cas du Burkina. Et je vois que c'est commun à beaucoup de pays ici. Ce sont nos valeurs culturelles qui contribuent réellement à exacerber les violences basées sur le genre, même s'il y a des facteurs liés à notre contexte. Et par ça, au niveau de notre pays, c'est vraiment, nous n'avons pas, pour certaines formes de violence, c'est vrai, il y a des insuffisances au niveau de la loi pour prendre en compte ces violences qui sont surtout au niveau des pratiques culturelles néfastes. Mais nous avons au niveau de notre pays
violences basées sur le genre, y compris les pratiques culturelles néfastes, les MGF, le mariage d'enfants, etc. Mais nous avons des problèmes de non-application. Des non-applications parce qu'il n'y a pas suffisamment d'engagement. La question urgente pour nous, c'est la prise en charge des réquisitions en médecine, des réquisitions que nous adressons dans le cadre des violences sexuelles. La réquisition au Niger, elle coûte 30 000. Ça veut juste que le médecin expert puisse examiner la personne survivante, attester qu'effectivement cette personne a été victime de violences sexuelles. Il faut payer 30 000. Et vous le savez très bien, nous sommes dans un contexte malheureusement où il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de se procurer cette somme. Et il y a malheureusement, je dis, beaucoup de procédures qui n'ont pas pu aboutir, qui n'ont pas été déclenchées parce que tout simplement, il y avait ce défaut de cette somme de 30 000 qu'il va falloir déposer dans un premier temps pour qu'on puisse déjà vous examiner et savoir que vous avez été victime de violences sexuelles ou pas. Donc l'idée c'est quoi? C'est que l'État puisse peut-être subventionner, ou je ne sais pas, à travers les partenaires, que cela soit pris en charge. Lorsque vous partez dans un centre de santé, tout de suite quand vous présentez une réquisition à un médecin qui a été donné au niveau des services d'enquête par rapport à une violence sexuelle, que ça puisse être pris en charge de manière gratuite tout simplement. Là, ça va soulager les survivants et il y aura beaucoup de procédures qui vont pouvoir aboutir. Les hommes ont beaucoup à faire dans cette prise de décision contre la violence basée sur le genre, nous explique ici l'expert rwandais participant également à la dite rencontre. Cet aspect qui amène la masculinité positive, c'est vrai, c'est une formule pour, comme on l'a expliqué notre sœur du Burkina, pour accepter, parce que ça reste quand même, les hommes restent, je dirais entre guillemets, le plus gros des personnes qui commettent ces violences-là. Comment amener l'engagement des hommes est important, que ce soit l'utilisation de la masculinité positive. Madame Diop a parlé hier de ce sommet qui a eu lieu sur la masculinité positive et comment trouver cette formule pour que la société prenne en compte, les hommes se rendent compte de ce qui est en train de se faire et qu'ils répondent de cela de leurs responsabilités. Vous avez partagé certaines pratiques où ça permet de faire la protection, mais il faut qu'on arrive à un moment où vraiment ça soit un droit qui soit respecté et que les femmes aussi comprennent que c'est leur droit et qu'elles acceptent qu'elles puissent aussi jouer ce rôle-là, parce que parfois, et je pense aussi que les pesanteurs de la société sont aussi portés par les hommes, aussi bien par les hommes que par les femmes. Donc, ce fut les travaux de groupe par pays portant sur les résultats attendus de la rencontre. Ensuite, les participants ont poursuivi la discussion sur la présentation du plan d'action avec Madame Kumba Fall. Tous les points ont été parcourus par les travaux, notamment le lancement du rapport sur la situation de violence sexuelle et sexiste dans le G5 Sahel, la validation du plan d'action régional de prévention et de protection contre les violences sexuelles et sexistes et des mécanismes de coordination, l'identification des approches régionales de mobilisation de ressources pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes et les partenaires financiers potentiels, le plaidoyer également pour le mécanisme et la mise en place des centres à guichet unique pour une approche holistique et pluridisciplinaire en termes de fourniture en besoins médico-juridiques, médico-légaux et de sécurité en vue d'aider les victimes de violences sexuelles et sexistes et également le partage des expériences et les bonnes pratiques des pays. La clôture nous en dira encore plus davantage. Une fois de plus, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants vient de procéder encore au démantèlement d'un réseau de trafic de drogue à Niamey. Énième action rien que pour cette année qui, d'après constat fait, classe la région de Dosso parmi celles qui devient progressivement la zone où transite le trafic des stupéfiants. C'est au total une centaine de kilogrammes qui ont été saisis, dont l'annonce a été faite ce 6 septembre 2022. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a mis la main sur deux individus de nationalité nigérienne
dans une habitation sise au quartier Kwartagui de Niamey. Ils avaient à leur possession 109,32 kg de cannabis, dont 115 briques et 13 boules d'une variété prisée dans les milieux aisés appelée amlésia, ainsi que 698 comprimés de tramadol. La drogue saisie provient de Malanville, au Bénin, par pirogue motorisée à travers le fleuve Niger jusqu'à Gaïa, où des motocyclistes assurent le transport terrestre sur diverses destinations. Cette saisie et bien d'autres effectuées récemment confortent le constat que la région de Dosso devient progressivement le hub d'un important trafic de stupéfiants par le vecteur fluvial en provenance du Bénin. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à environ 11 46 000 francs CFA. En marge de cette saisie, il faut aussi saluer les efforts de l'unité de police secours qui a saisi dans la ville de Niamey 40,61 kg de cannabis et interpellé un individu. Devant l'ampleur de cette réorganisation du trafic de stupéfiants qui révèle l'émergence d'un nouveau mode opératoire, l'OCRTIS appelle les populations riveraines du fleuve Niger à plus de vigilance et de collaboration afin de lutter efficacement contre le trafic de drogue au Niger. Pour finir, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, OCRTIS, a lancé un appel à la population, surtout celle demeurant au bord du fleuve, de rester vigilant et de dénoncer toute personne suspecte, car il y va de l'intérêt supérieur de la nation. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.